Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui Monsieur Théophile Gogui, ex-directeur général de la SOGEPIE. Vous êtes également l'auteur de ce essai politique Côte d'Ivoire, crise au FPI, que faire, publié aux éditions L'Harmattan. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, Monsieur Gogui, dans votre essai, vous menez une réflexion sur les raisons profondes de la crise qui secoue actuellement votre parti, le Front populaire ivoirien. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette initiative-là? Je vous remercie. Donc, je pense que j'ai eu cette initiative parce que une crise, c'est un moment de tourbillon, de tourbillonnement. Donc, au-delà des palabres, il faut s'asseoir et puis aller vers des solutions. Donc, j'ai voulu apporter une contribution à la recherche de solutions. Est-ce que vous serez entendu? J'espère bien. J'espère pouvoir être entendu. Alors, c'est quoi la vraie nature de cette crise qui secoue le FPI depuis, on va dire maintenant, plusieurs années? Est-ce que c'est une crise idéologique comme on nous le fait croire? Moi, je ne dirais pas que c'est une crise idéologique. Vous savez, Laurent Gbagbo est une personnalité très très forte, d'abord au sein du Front populaire ivoirien et au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Quand une telle personne est mise en marge des activités de son parti, ça crée forcément des crises, parce qu'il y a un problème de leadership qui va se créer. Donc, vous êtes sans ignorer que Houphouët-Boigny, quand lui s'était éteint, quand Houphouët-Boigny s'est éteint, les crises ont commencé à abonder dans son parti. Donc, je pense que c'est une... C'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. Est-ce que cette crise aujourd'hui n'est pas allée un peu trop loin? Est-ce que les uns et les autres ne sont pas allés un peu trop loin dans cette crise-là? Oui, j'estime et je trouve cela dommage, parce que on aurait dû se ressaisir. La Côte d'Ivoire et particulièrement le Front populaire ivoirien a été traumatisé par la crise post-électorale. Donc, lorsque les choses ont commencé à se tasser, le Front populaire ivoirien devrait commencer à s'organiser. Et c'est en ce moment-là que la crise est intervenue. Je pense que Laurent Gbagbo nous a dit et nous a enseigné que, quel que soit ce qui se passe, il faut s'asseoir et discuter. Asseyons-nous et discutons. Et pour l'instant... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé important de le rappeler, d'écrire pour le rappeler. Très bien. Alors, vous écrivez page 63, la résolution de ce problème doit se nourrir de vérité, même si la vérité ne plaît pas à tout le monde. Alors, finalement, c'est quoi cette vérité? Et votre approche historique est très intéressante de cette crise. C'est quoi cette vérité? Bon, c'est vrai que je l'ai écrit d'une part, mais j'ai également écrit quelque part que le linge sale se lave en famille. Bien sûr. Et qu'il ne faut pas laver le linge sale sur la place publique. Donc, lorsque nous allons nous asseoir pour discuter, on se dira ces vérités à ce moment précis. Mais je ne peux pas porter ces vérités-là, ou du moins ce linge sale, je ne peux pas le porter sur la place publique. C'est pour ça que vous ne l'avez pas écrit dans le livre aussi? C'est pour ça que je n'ai pas... Vous ne l'avez pas bien exprimé dans le livre? Oui, bon, ça c'est à votre goût. Je ne suis pas allé en profondeur. Je suis pas allé en profondeur. Vous l'avez fait à dessein? Voilà, je l'ai fait exprès. Parce que pour moi, on ne doit pas s'étaler sur la place publique. Il s'agit du Front populaire ivoirien. Des questions qui nous concernent peuvent être réglées dans un cadre beaucoup plus intime et on peut le régler, mais il faut qu'on accepte de s'asseoir et pour discuter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous retracez quand même les moments de tension. Exact. Qui ont donné lieu finalement à cette crise au sein de ce parti politique. Tout est parti de la libération
du président Pascal Affi-N'Guessan de la libération, de sa libération de prison. Et après, la question c'était comment est-ce qu'il reprend sa place de président à la tête du parti. Exact, et là, tous les problèmes ont commencé. Oui. Bon, c'est exact. Et ça laisse justement penser que c'est lié à des problèmes de personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que les gens se ressaisissent et prennent un peu de hauteur. Parce qu'un président qui a été emprisonné et qui sort et qui est parti en étant président en exercice, il vient, il reprend sa place. Donc les activités du parti, s'il y a des accrochages et tout, qu'il y a des incompréhensions, les gens devraient pouvoir s'asseoir pour pouvoir régler ces problèmes et puis rendre le parti plus fort. Le congrès de Mama, il y en a eu le congrès de Pascal Affi-N'Guessan à Abidjan. Vous dites que c'est le moment où la scission a été officialisée. Oui. Oui, c'est exact parce que tant que les palabres étaient circonscrites au sein du parti et qu'il n'y avait pas de congrès et tout, il y avait la place pour... On pouvait espérer encore... Mais lorsque des gens organisent deux congrès séparément, le congrès étant l'instance de grande décision d'orientation du parti. Or, au congrès de Mama, il a été décidé que Affi est exclu, non seulement de la tête du Front populaire ivoirien, mais il est même exclu du Front populaire ivoirien. En même temps, on laissait tous ceux qui se rangeaient du côté de Pascal Affi-N'Guessan, on les laissait bien en place. C'est exact. Ils peuvent reprendre leur place dans les rangs du parti, pas de problème. Voilà. Donc, dès cet instant-là, la rupture est consommée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de discuter avec Affi-N'Guessan, puisqu'il est considéré par les autres comme ne faisant plus partie du Front populaire ivoirien. Donc, il ne peut plus être associé aux discussions internes au parti. Voilà, c'est pour ça que je considère ça comme un point de rupture. Alors, ce qui est intéressant, est-ce que le président Pascal Affi-N'Guessan, depuis le départ, n'avait pas un problème de légitimité à la tête du parti? Affi n'est pas devenu président du Front populaire ivoirien au moment où Gbagbo va en prison. Il était bien avant. Il était bien avant. Gbagbo, donc il mérite d'être là où il est. Oui, je vous explique. Gbagbo, pour respecter la Constitution qui a été écrite en 2000, qui donne injonction à tout président élu de démissionner de son parti, ou du moins donc de se dessaisir des fonctions qu'il occupait au sein de son parti et de prendre de la hauteur parce qu'il devient le président de tous les Ivoiriens. Donc Laurent Gbagbo, élu, a donc quitté la tête du Front populaire ivoirien et c'est lui qui a installé Affi-N'Guessan. Affi-N'Guessan a été élu au congrès de 2001, président du Front populaire ivoirien. Donc pendant tout le règne de Gbagbo, Affi a présidé aux destinées du parti. Est-ce que le nombre d'années qu'il a passé là a gêné quelqu'un? Est-ce que... Donc, c'est normal que lorsque, aujourd'hui, Gbagbo est en prison, Affi, c'est le premier qu'on doit appeler pour dire, bon, viens, mets-toi devant, on va faire le combat pour faire sortir Gbagbo de prison. Et maintenant, et en même temps, une parenthèse, pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, il n'y a jamais eu de congrès? Oui, il n'y a jamais eu de congrès pour une simple raison. Après, Affi a été élu en 2001. Il était prévu dans les tests du Front populaire ivoirien qu'il a été élu pour 3 ans. Donc 3 ans après, on devrait organiser un nouveau congrès. Entre-temps, l'année suivante de son élection, il y a eu septembre 2002. Septembre 2002 qui a traumatisé tout le monde. Qui a basculé le pays dans la crise. Donc le président Gbagbo a donc demandé de maintenir les instances comme ça et puis de gérer la crise parce que personne ne s'attendait à ce que la crise dure autant. Vous écrivez, page 67, le clan Sangaré est conforté dans sa position de déni d'Affi par les résultats obtenus par ce dernier à la présidentielle de 2015, entre parenthèses 9%, et aux législatives de 2016, 3 députés élus sur 187 candidats présentés. Vous pensez qu'à ce moment-là, le clan Sangaré a pensé que Pascal Affi-N'Guessan ne faisait pas le poids, et donc
c'était vraiment pas utile de se réconcilier. Oui, certainement, parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils citent justement cela. Mais vous savez, c'est d'abord dans la sagesse africaine et c'est même biblique. Une maison divisée avec elle-même, elle est amenée à s'effondrer. Les positions dans lesquelles les deux clans se sont trouvés, Afi était président du Front populaire ivoirien uni. Donc sa force vient de tout ça. Cette union-là. Cette union-là. Maintenant, il y a eu cette division. Sangaré a appelé au boycott des élections. Afi a dit qu'il va aux élections. Si Afi réussissait, le clan Sangaré n'allait pas apprécier. Donc sur le terrain, les hommes qui se réclament de Sangaré ont fait campagne contre Afi. Parce qu'eux, ils avaient à cœur qu'Afi échoue. Ça, c'est des choses, c'est des non-dits, mais c'est des choses qu'on a trouvées, qui sont révélées vraies sur le terrain. Donc, le clan a cherché à neutraliser la position d'Afi. Et c'est pour ça qu'il a obtenu ces résultats. Donc, c'est ça qui est dommage. Donc, si vous voulez, ils prennent prétexte de ça. Mais au-delà du prétexte qu'on prend et tout, ok. Pendant ce temps, qui est le vrai perdant? Est-ce que c'est Afi qui est le vrai perdant? Bien, c'est Sangaré qui est le gagnant? C'est Ouattara qui est le vrai gagnant dans cette affaire. C'est le FPI qui perd. Parce qu'entre-temps, pendant que les deux factions cherchent à se neutraliser, pour une question de légitimité, l'autre, il gouverne tranquillement. Ouais. Alors, finalement, qui a trahi qui? On dit souvent que Pascal Affi N'Guessan aurait trahi le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, dans cette crise-là, qui a vraiment trahi qui, selon vous? Bon, moi, je n'ai pas situé le problème au niveau de qui a trahi qui. Parce que si vous voulez rentrer dans cette logique, vous allez réveiller des passions, vous allez réveiller des plaies qui vont pas, à ne pas en finir. Moi, j'ai souhaité justement que les problèmes, ceux qui ont des choses à reprocher à telle ou telle personne, que cela se fasse autour d'une table de discussion à l'intérieur du parti. Vous avez même fait des propositions bien concrètes. Hein. Voilà, j'ai fait des propositions très concrètes à ce sujet. Il faut que les gens s'asseyent et discutent. Si la confiance n'est pas établie, j'ai donné une indication pour qu'on crée la confiance entre les deux clans et que les gens s'asseyent et discutent. Et pour que les gens fêtent après l'unité. Ce ne serait plus la fête de la liberté, mais la fête de l'unité. La fête de l'unité, comme vous l'avez écrit, page 95. Alors, Madame Simone Gbagbo est libérée. Monsieur Assowadou et Lida Kouassi sont libérés. Oui. Je leur ai déjà donné le livre justement à lire. Très bien. Alors, qu'attendez-vous de Madame Simone Gbagbo aujourd'hui? J'attends beaucoup d'elle. Je pense que vous avez dit quelque part, vous avez dû lire que Sangaré était le gardien du temple. Un gardien du temple, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de patience et beaucoup de. Il doit tendre la main. Il va jamais cesser de tendre la main parce que lui, il a intérêt à ce que le temple là, il reste debout. Du moment qu'aujourd'hui, c'est lui qui est directement opposé à Afi, notre seul espoir, c'est Simone. Simone sort de prison. Simone, aujourd'hui, est vu comme Jean-Baptiste qui vient annoncer la venue du Messie. Lorsque les Ivoiriens voient Simone, les Ivoiriens sont contents, parce que d'ailleurs, ça ne désemplit pas à la maison chez elle. Des délégations viennent de toute la Côte d'Ivoire, parce que on dit Simone est arrivée, Gbagbo n'est pas loin. C'est le soulagement. Donc, elle doit préparer le terrain à l'arrivée de son mari. Donc, elle doit s'investir dans la réconciliation de la famille FPI. C'est de l'espoir qu'elle suscite aujourd'hui. Une certaine opinion lui a reproché d'avoir pris fait et cause à sa sortie de prison pour M. Sangaré. Oui, j'en ai entendu parler. Mais vous savez, le proverbe dit, quand tu es couché, celui qui vient te réveiller, c'est lui que tu regardes. Simone, elle était en prison. C'est le clan Sangaré qui était présent
À ses côtés. À ses côtés. À toute cette audience, c'est le clan Sangaré qui a organisé sa sortie comment on appelle sa sortie son accueil. Son accueil. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle ait des propos élogieux et qu'elle soit reconnaissante envers ce clan. Dans votre livre... Au-delà de ça, les problèmes politiques vont se poser maintenant. Moi, je pense qu'elle doit prendre langue avec les deux parties et puis savoir trouver une plateforme de discussion pour les amener autour de la table et discuter. Alors, on va vers la fin de cet entretien. Alors, vous écrivez, page 124, « On ne demande pas à Sangaré d'aimer Afi ou à Afi d'aimer Sangaré. L'enjeu dépasse leurs deux personnes. C'est l'avenir du parti et de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Et devant cette situation, leur personne, leur amour propre, leur égoïsme doivent s'effacer. » Exact. Est-ce qu'ils vont vous entendre? Je l'espère, parce que s'ils ne m'entendent pas, ce serait dommage. Parce que les populations souffrent de cette division. Les gens qui ont placé leur espoir dans le Front populaire ivoirien, ils souffrent de cette division. Donc, au-delà de leur ressenti personnel, ils doivent penser à l'espoir que le FPI a suscité auprès du peuple ivoirien, auprès des populations. Partout où vous allez, les gens disent « mettez-vous ensemble ». Ils ne comprennent pas ce qui arrive au Front populaire ivoirien. Et les gens ont été massacrés, les gens ont subi des pertes, les gens ont subi des exactions. Et ils disent, malgré tout, ils sont confiants que si le Front populaire ivoirien est là, il peut prendre leur défense. Et ce Front populaire ivoirien, il s'éclate. Les gens doivent en tenir compte. C'est pour ça que je dis que... Donc à terre un peu leur ego. Voilà, le problème dépasse leur personne. Si ça ne tient qu'à ça, ça dépasse leur personne. Il s'agit de l'avenir de millions de personnes. Et plus que jamais aujourd'hui, les dirigeants du Front populaire ivoirien devraient prendre conscience de ça. Parce que les décisions que nous prenons ont des conséquences sur les populations. Il y a eu des milliers de morts. Des milliers de morts. Quelque part, on doit se remettre en cause. Nous qui étions les dirigeants, pendant qu'il y a eu ça, on doit se remettre en cause. Et savoir que, désormais, là, des positions que nous prenons là auront des conséquences sur ces populations. Et ce que j'ai encore bien aimé dans votre livre, c'est l'importance de la formation politique. Oui. Vous citez le président Gbagbo, un militant politique qui n'est pas formé est un danger pour lui-même, pour son parti, pour la société. Exact. Donc la formation devrait prendre une part importante également dans cette culture politique. C'est exact. Je le propose et j'y crois fermement parce que le président Gbagbo nous l'a dit. C'est vrai peut-être que dans l'euphorie de l'arrivée du Front populaire ivoirien dans la marche vers la prise du pouvoir, on a négligé beaucoup cet aspect. Et cet aspect-là, on le paye cher aujourd'hui, on le paye cash. Parce que quand les gens ne sont pas formés, ils peuvent avoir l'information, mais ils vont mal la traiter. Je rappelle le titre de votre livre, Côte d'Ivoire, crise au FPI, que faire? Oui. Merci infiniment et très bonne journée. Merci beaucoup.